Et quand je me suis assis sur la chaise des juges, il y avait encore la forme de mes fesses. Donc, je me suis dit, je suis à la maison. C'est certainement l'une des personnalités les plus populaires et les plus attachantes du paysage médiatique belge. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous en studio. Bonjour Jean-Marc Généreux. Bonjour, c'est un honneur pour moi, les gars. Comment ça va? Ben, ça va très bien. On a une belle journée. On a une belle promo pour un livre que j'ai écrit avec amour et passion. Et je suis venu aujourd'hui vous le présenter. Danseur de salon, chorégraphe, juge dans de nombreuses émissions télé, animateur télé, acteur et donc auteur. Tu viens, comme tu le disais, nous parler de ton nouveau livre. Chaque pas est une leçon de vie, sorti aux éditions Le Duc. Un livre dans lequel tu reviens avec intimité sur ta carrière de danseur, ton enfance, ta participation aussi à Danse avec les stars, ta relation avec France, ta femme, tes enfants, la maladie de ta fille aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Comment ça a commencé pour toi la danse? Tes débuts dans la danse sont étroitement liés à ta femme France, justement. Ah, mais c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Si ma femme avait fait du patinage artistique, je serais probablement sur la glace. Si elle aurait été, lanceuse de javelot, j'aurais fait les Olympiques. Mais je ne sais pas si j'aurais performé autant. Mais chose certaine, mon premier coup de foot dans ma vie, c'était France. Et elle m'a fait découvrir la danse, qui est mon deuxième coup de foudre. J'ai tout trouvé dans ce milieu où je pouvais œuvrer avec ma propre personnalité et même ma perception de la vie. J'ai tout découvert là-bas. Les professeurs, la danse, les amis, les potes, les compétitions. Vraiment, j'ai trouvé un monde à découvrir. Tu l'as rencontrée quand tu avais 9 ans, France. Oui, la pauvre. Non, mais t'imagines, elle a pu rencontrer Brad Pitt et elle a rencontré moi. Mais... Et ce qui est assez marrant, c'est ce que tu racontes dans ton livre. Au début, pour sortir avec elle, il y avait une condition, c'est que tu réussisses à caser sa sœur avec un de tes amis pour qu'elle devienne, comme tu le dis, ta blonde. Oui. C'est une expression québécoise. Absolument. Ça, c'est vraiment une arnaque. Mais bon, après, je ne sais pas si elle voulait sortir avec moi, mais en tout cas, c'est une femme très honnête et elle m'a mis au défi. J'ai réalisé le défi. Mon pote Alain, il faut dire que sa sœur Carole est très jolie aussi. Sauf que ça se fait pas. Alain avait 10 ans et Carole avait 8 ans. Il y avait un décalage. C'est comme... Non, ça marchait pas, mais je l'ai fait marcher le truc. Et finalement, Alain a accepté de sortir avec Carole et j'ai eu le grand prix, le super prix d'avoir France Mousseau comme petite amie. Alors, tu le racontes dans ton livre, la première fois que tu as croisé le regard de France, ça a été le coup de foudre. Et puis après, tout s'est enchaîné. Elle s'est retrouvée dans la même classe que toi. Elle a déménagé à quelques rues de chez toi. C'était le destin pour toi? Oui, c'est improbable, parce qu'au Québec, il faut savoir que tout le monde déménage le 1er juillet. Ouais. Ils changent d'appartement, il y a des camions, tu vois des lits qui se promènent, des bureaux, des frigidaires dans des remorques. Bref, elle déménage au mois d'octobre. Ça se fait pas. Et elle déménage au 2298 Sainte-Hélène et j'habite au 2298 Préfontaine. C'est la rue juste derrière. Je lance une roche, ça tombe dans leur salon. C'est énorme, c'est impossible. Et donc, elle marche toujours parce que l'école était sur ma rue à moi. Donc, elle passait automatiquement devant chez moi tous les jours. C'est merveilleux. Alors, on le disait il y a quelques minutes, tu as commencé la danse grâce à France. Tu avais 10 ans. Ils ont réagi comment, tes proches? Parce que c'est pas courant qu'un petit garçon commence la danse de salon à cet âge-là. C'est pas courant et c'est rempli de jugements. Mon père, qui est comptable et un homme très droit, très cartésien, il est très artiste à sa façon, mais pas de façon, on va dire, vocale. Il aime chanter, mais danser, il a 2 pas. À gauche, droite, et c'est tout. Et donc, pour lui, un jeune homme qui veut danser, c'est déjà rempli de plein de préjugés. Bouger avec élégance, faire des compétitions de danse, mettre du maquillage. Mon père pensait que j'avais sérieusement des tendances homosexuels et pour moi, c'est un jugement tellement sévère. Tous les artistes ont le droit d'être qui ils veulent, mais bon, dans sa tête, c'était très carré et aussi, pour lui, c'est un avenir qui était complètement incertain dans un milieu de saltimbanque. Il n'était pas très preneur de mes choix. Alors, il y a une phrase qui revient assez souvent dans ton livre, qui est une phrase de ton père. C'est bien beau la danse, mais tu te sens capable de subvenir aux besoins d'une famille. Une phrase qui a résonné dans ta tête. Ça t'a boosté pour ta carrière? Oui, d'une certaine façon, parce que je pense que tous les garçons ou les filles veulent rendre leurs parents, à un moment donné, rendre leurs parents fiers d'eux. Mais je comprenais pas qu'ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça.
Et donc, oui, c'était un leitmotiv, c'était une façon pour moi de m'accrocher et d'aller encore plus loin. Mais après, il y avait déjà le cœur de France que je voulais conquérir. Et donc, j'avais cette double motivation. Et après, on arrive à un certain point dans la vie où, on va à l'université ou on n'y va pas. Et là, j'étais à la croisée des chemins. J'étais en préparation pour l'université parce que nous, la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme aux États-Unis. Il y a le high school. Ouais. Donc, j'avais complété le high school. J'avais réussi mon bac. Après, j'étais au collège pour aller à l'université. Et donc, j'ai fait ma première année de collège. Et après, c'était trop compliqué de trouver les sous pour faire des compétitions et faire le tour du monde et prendre mes cours et continuer à aller à l'école. Donc, j'ai fait un choix qui était, pour moi, un choix évident. Et j'ai foncé et on s'est rendu où ce qu'on s'est rendu, quoi. Alors, vous avez fait plus ou moins le tour du monde avec France pour 3 différentes fois, compétitions. ouais. Et puis, en 1996, tu as donné naissance à ton premier enfant, Jean-Francis. 3 ans plus tard, en 1999, vous avez mis au monde Francesca, une petite fille que vous avez vue grandir, jouer, se mettre à parler jusqu'à ses 24 mois, où là, on l'a diagnostiquée d'une maladie génétique assez rare, le syndrome de Rett, une maladie qui est assez méconnue. Tu pourrais un peu nous en parler? C'est toujours un petit peu compliqué de parler de ma fille, mais... Puis après, je veux rien cacher sur ce défi que ma femme et moi, et que d'ailleurs toute la famille, doit relever au quotidien. C'est une maladie neurologique qui, dans certains cas, ça va être... D'une certaine façon, c'est irréversible et devient fatal pour certains enfants en très bas âge. Et... cette maladie neurologique enlève toutes les fonctions motrices fines et globales. Et donc, très justement, la fille parlait, elle ne parle plus, elle marchait, elle ne marche plus. Et c'est un combat d'une vie. Et elle fait aussi des crises d'épilepsie, hyperventilation, apnée. Et donc, au quotidien, c'est une petite boîte à surprise. C'est une princesse, mais qui demande rien, mais qui est une femme aujourd'hui qui a 26 ans, qui est remplie de courage et de détermination, parce que tu vas la chercher dans son lit le matin, même si on n'a aucune forme formelle de communication, elle m'accueille avec un sourire. Et le soir, quand je vais la déposer dans son lit, elle me donne un autre sourire. Pour moi, je le prends comme si, à chaque fois qu'elle va s'endormir, dans sa tête, dans ses rêves, elle peut être qui elle veut. Et le lendemain, elle revient et le sourire est de nouveau là. Il existe des traitements pour ce syndrome qui est quand même assez méconnu? Beaucoup de recherches, mais pas beaucoup de solutions. Mais à force de chercher pour ce syndrome qui est assez orphelin, ils découvrent plein de trucs pour d'autres maladies neurologiques. Et donc... c'est compliqué de vivre avec un enfant où on ne peut pas avoir comme je l'ai dit, cette communication formelle. Il faut faire des choix constamment pour elle. Est-ce qu'elle veut du lait ou du jus? Est-ce qu'elle veut manger ci ou manger ça? Donc, c'est ça que je trouve difficile dans ce combat, c'est de ne pas avoir ses choix et espérer qu'un sourire va confirmer qu'on a fait les bons choix. Mais c'est beaucoup de résilience pour toute la famille. Pour elle, autant que pour nous. Mais c'est un petit vecteur de bonheur, cette princesse. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne sur ton aventure Danse avec les stars, une émission qui avait pour objectif de déringardiser les danses de salon. C'est le terme qui avait été utilisé par la production. Alors pour toi, l'aventure d'Als, elle a commencé en 2011. C'était la première saison. À l'époque, peu de gens te connaissaient en France et en Belgique aussi. Comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour intégrer l'émission? Ah, c'est un truc de fou. Moi, j'étais sur un format qui s'appelle So You Think You Can Dance aux États-Unis. Et donc, j'ai fait 14 saisons avec eux. Et il y avait le format So You Think You Can Dance Canada. Ouais. Un peu comme The Voice, un peu comme American Idol qu'il y a eu dans tous les pays. Mais c'était un format de danse. Et donc, Jean-Louis Blou de la BBC décide d'aller à Montréal pour aller voir des potes et pour probablement travailler sur d'autres projets. Va dîner avec ses amis et évoque le fait qu'il va faire la version française de
Dancing with the Stars qui va s'appeler Danse avec les stars. Louis Hébert de Trio Orange lui suggère appelle Jean-Marc Généreux. Ben, il dit de moi son numéro. Ben, je le connais pas personnellement, Jean-Marc Généreux. Je le vois à la télé, il est rigolo, il est québécois, donc ça devrait être intéressant pour toi. Ben, il dit OK. Il demande, il dépêche son équipe de trouver qui est Jean-Marc Généreux. Trouve mon numéro de téléphone. Moi, je suis sur des castings pour un autre show. Je reçois un coup de téléphone de la France. Il me dit bonjour, monsieur Généreux. Est-ce que vous auriez des images de vous qui parlent en français? Mais moi, je travaillais du côté anglophone. Ouais. J'avais pas. Oui, j'ai fait des spectacles en français, des trucs comme ça, mais j'avais rien sous la main. Et donc, j'ai pris une vieille caméra Super 8. Dans le temps, c'était. On se rend pas compte qu'en 2011, les smartphones n'étaient pas aussi évolués que maintenant. Non, les smartphones n'étaient pas évolués et envoyer une communication, j'ai envie de dire, une correspondance vidéo et tout ça, c'était compliqué. Ben oui, il fallait presque demander un vaisseau spatial pour amener une image à quelque part. Donc, je tourne un petit magnéto avec ma caméra Super 8 que normalement tu prends ça pour les anniversaires. Bonjour, c'est Jean-Marc Généreux, blablabla, bla, 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 j'envoie ça et c'était pas dans le bon format parce que il y a le NTCS, je sais pas trop, et PAL. Donc moi, je suis en Amérique, donc c'est pas le bon format. Ouais. Le DVD revient là, c'est comme envoyer une bouteille à la mer et dire, il y a quelqu'un qui va la trouver un jour. Finalement, ils m'appellent, ils me disent, bon, la qualité de ta captation est un peu nulle, mais toi, t'es drôle, est-ce que tu veux venir? Et alors, donc, je me suis retrouvé sur Danse avec les stars. À ce moment-là, tout s'enchaîne. Tu es parti pour l'émission. Une émission qui va durer 7 semaines. 7 semaines loin du Québec, loin de ta famille. Elle a réagi comment en France par rapport à tout ça? La première fois, c'était comme « Wow, il va partir de la maison pendant 6 semaines, ça va. » Mais c'est devenu une entité. Danse avec les stars, c'est une marque. Danse avec les stars, c'est quelque chose qui est devenu, qui fait partie du quotidien ici en Belgique, en France, un peu partout dans la francophonie, et c'est merveilleux. Mais on était loin de se douter. Donc, cette petite vacance professionnelle, j'ai envie de dire, elle a accepté et c'était un peu contagieux. Alors, c'est le 12 février 2011 que l'émission a été lancée sur TF1, première chaîne d'Europe, on le rappelle. C'est un succès, indirectement, 5 millions de téléspectateurs. Tu te souviens des retours que tu as eus de la presse ou alors des gens qui t'auraient vu à la télé après la première émission? On va là, OK. Bon, pour dire la vérité, je ne suis pas spécialiste dans les sondages, mais je vais dire qu'il y avait à peu près 80% de belles remarques et de mots sympathiques. Et il y en avait un 20%, c'était assez virulent. Il y a même Jean-Marc Morandini qui écrit « J'espère qu'il ne va pas crier dans toutes les émissions comme ça. » Et il y en a même un qui a écrit « Ah, mais c'est qui ce mec avec sa voix de cancéreux? » Wow! C'est violent. C'est un peu violent ici. Mais, vous savez, il y a toujours 2% de connards partout sur la planète. Mais plus le pays est petit, moins ils sont nombreux. Ouais. Imagine, au Québec, on est à peu près 8,5 millions. Le même 2% de connards sur un territoire 5 fois plus grand, tu ne crois jamais dans ta vie. Mais en France, c'est 5 fois plus petit avec, on va dire, 2 millions de personnes qui se lâchent. Tu les rencontres partout, en réalité. Et honnêtement, j'ai pas fait outre, ça a résonné dans ma tête, mais c'est drôle parce que quand je lis les commentaires, je suis dans ma chambre, je descends, et puis le concierge me dit « Hey, monsieur Généreux, on a bien rigolé hier. » Et les filles à la réception sont là « Ah, vous êtes drôle, on a hâte de vous voir la semaine prochaine. » Et ça m'a donné un petit boost. Et puis, j'entame l'émission 2 avec une performance de Matt Pokora qui a tout changé. La performance sur Roxane, c'est un tango si je ne me trompe pas, puisque là tu donnes ton commentaire comme le veut l'émission. Oui. Et à la fin tu termines avec cette phrase qui est devenue culte, et ça j'achète. Aïe, aïe, aïe. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Moi je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Moi je peux juste te dire les résultats de cet énoncé, de cette envolée lyrique. Le lendemain dans les réseaux sociaux, ça fait... j'ai envie de dire, j'aime pas cette expression-là, mais ça fait le buzz. Ouais. Et là, les gens m'écrivaient « J'espère que tu vas redire ton j'achète. » Et puis là, je sais pas, moi, je dis ça tout bonnement. C'est une expression que tu utilises, en fait, dans le quotidien. C'est mon patois. Et puis,
mon propre argot, si vous voulez. Et du coup, normalement, je dis ça pas pour acheter des choses. En réalité, je dis ça pour confirmer que j'ai aimé que l'expression de quelqu'un, le geste de quelqu'un ou le mouvement de quelqu'un. Et donc, c'est devenu un truc qui a dépassé mes attentes. Qui a été repris dans de la pub par moment. Ah ben oui. Et puis maintenant, le « et ça, j'achète », on pense directement à toi. Ah oui, et c'est drôle parce que à un moment donné, vous savez, j'ai fait 10 saisons ininterrompues sur Danse avec les stars. Et à un moment donné, les producteurs me disaient, Jean-Marc, on en a un peu marre de ton j'achète. Ben moi, j'ai dit, les gens le demandent. Bon, OK, les gars, je vais essayer de rarifier l'expression. Et à un moment donné, quand je suis revenu dans la saison 13, c'est drôle, juste avant d'embarquer sur le plateau, je me souviens, quelqu'un de la production m'a dit « Hey, oublie pas, hein, faut que tu dises ton j'achète. » Ben, OK. Je le dis ou je le dis pas? Vous en avez marre ou pas, les gars? Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu le racontes dans le livre, les personnalités préféraient limite un j'achète à un 10. C'était plus important à leurs yeux. C'était devenu comme une forme de validation. Oui, c'en est une parce que c'est quelque chose qui, si je dis ça, j'achète, c'est parce que vraiment, je suis heureux. Et c'est drôle parce que c'était des petites conversations de couloir. « Hey, tu vas me dire ton j'achète ce soir? » Ben là, genre, un j'achète, ça se mérite, mais je sais pas trop. C'était un peu flatteur quand même. Alors, la saison 1 se termine pour Danser avec les stars. Tu retournes au Québec. Et puis là, tu es contacté pour la saison 2 de Danser avec les stars. Est-ce que tu hésites ou alors tu y vas directement? Ben, moi, dans ma tête, j'y vais directement, mais il faut quand même voir le patron, hein. Ouais. La daronne, c'est France, hein. J'ai pas le choix, hein. Il faut demander est-ce que je peux y aller, madame? Et elle savait que je kiffais. Elle est venue me visiter sur la première saison et tous les deux, on n'en revenait pas à quel point les gens m'avaient offert gratuitement un beau capital de sympathie et comment ça se passait bien. Et donc, elle savait que... Le public t'avait adopté, finalement. Ben, je le dis avec toute humilité, hein, je suis hyper content de cette confiance qu'ils ont mis en moi et cette bienveillance et ces sourires et cette joie qu'ils m'apportent. Et j'essaye de les récompenser en étant toujours aussi énergique. Alors, tu as enchaîné les saisons après ça. Il y a eu les tournées Danse avec les stars. Tu as participé aux Enfoirés, à plein d'émissions de télé. Et puis en 2020, il y a le Covid qui arrive. Les compteurs sont remis à zéro, comme tu le dis dans ton livre, puisque Danse avec les stars est annulé. Il y a aussi l'émission Révolution sur la chaîne TVA au Québec qui est également annulée. À partir de ce moment-là, tu es un peu dans un désert, j'ai envie de dire désert médiatique. Et puis France Télévisions t'appelle. Ils ont un nouveau projet à te proposer. Qui s'appelle Spectaculaire. Et pour remettre les choses en contexte, on est dans une pandémie de COVID qui est virulente partout sur la planète. Et donc, je comprends bien que ce que je fais, moi, c'est... tu sais, je joue Mickey à Disneyland. Et donc... qui a besoin de moi? Et en plus, c'est de la danse de couple que je fais. Donc, je mets deux personnes de deux bulles différentes et j'étais rendu radioactif en réalité. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment... je frôle... je sais pas si on peut dire la dépression, mais en tout cas, je suis vraiment plus le même homme. Mais après, je réalise que c'est le moment parfait pour devenir le père que je devrais être tous les jours de ma vie. Donc, il y a un côté que je me sens dépressif, mais de l'autre côté, je suis comblé de bonheur. Et ce coup de téléphone arrive de nulle part de Madame Reda Miel, qui est la productrice, pas au contenu, mais de tout ce qui est le divertissement à France Télévisions. Et là, du coup, je suis subjugué. Et là, je dis à France, on m'appelle pour aller faire une autre émission. Et là, donc, je communique avec TF1, je communique avec la BBC. Je leur dis qu'on m'a proposé ce boulot. Ils me disent, allez, vas-y. Ouais. Et donc, parce qu'on ne sait pas quand on va reprendre Danse avec les stars. Non, exactement. La BBC qui est le producteur, on le rappelle, de la Danse avec les stars, même la version française. Oui, absolument. C'est ceux qui sont les propriétaires de la marque. Et donc, du coup, j'embarque dans ce délire. Mais pour embarquer dans ce délire, il faut que je fasse une annonce publique comme quoi je quitte Danse avec les stars. Mais en réalité, qu'est-ce que je quittais? Je quittais un bateau qui était en cale sèche. Il n'y avait rien qui se passait. Et donc, moi, j'ai décidé d'embarquer sur un train qui quittait une gare. Et tout le monde était heureux pour moi. Sauf que quand ce train est parti de la gare,
pas très longtemps après, Danse avec les stars a repris, mais moi, j'avais fait... je peux pas faire volte-face. Tu avais un contrat d'exclusivité avec France Télévisions, tu pouvais pas participer à des émissions de TF1. Oui, puis de toute façon, ça servait à rien de créer une guerre parce que, et je le dis dans mon livre, parce que ça s'appelle « Chaque pas est une leçon de vie ». Ben, la leçon, c'est que personne n'était irremplaçable. Ouais. Parce que je vais vous dire qu'eux ont fait une saison 11 qui a cartonné, qui était absolument incroyable, mais j'étais pas là. Alors, heureusement, un jour, Chris Marquez tombe malade et TF1 se dit on va appeler Jean-Marc pour le remplacer. Et à partir de ce moment-là, moi je me souviens, j'ai regardé cette émission, les réseaux sociaux ne parlaient que de ton retour, qui était attendu aussi par les fans de l'émission. Et oui, et encore une fois, je suis très noble vis-à-vis de ça et très fier d'avoir été appelé. J'étais en train de faire de la réno chez mon fils. On était en train de changer la salle de bain, tout ça. Et je reçois un coup de téléphone de Cédric Lacollé, c'est lui qui négocie nos contrats avec nous. Et là, je me dis, mais pourquoi il m'appelle? Et donc, il y a à peu près, entre le coup de téléphone et moi qui m'assois au desk des juges, il y a à peu près 18 heures. Ah ouais? Et là, je suis à ça Montréal. a été très vite. Ah, mais c'était incroyable. Et là-dessus, il y a 6 heures d'avion. C'est n'importe quoi. Et quand je me suis assis sur la chaise des juges, il y avait encore la forme de mes fesses. Donc, je me suis dit, je suis à la maison. Et quand Camille Combal m'a regardé, c'est parti comme si j'avais jamais quitté ce plateau. J'ai vécu un moment très, très fort, très heureux. Et à la fin, je me retrouve dans ma loge. J'étais dans la loge de Chris, pour être plus exact. Je ramasse ma petite valise et, au lieu de rouler directement vers la sortie, je dis, je vais aller dire au revoir au producteur, à Camille et tout ça. Ils sont tous dans la loge de Camille. Et là, je rentre et quelques secondes plus tard, tout le monde se met à m'applaudir. Et là, je suis submergé par les émotions. Je suis hyper heureux, mais je sais que c'est momentané, là. J'avais mis une pièce dans la machine. J'avais pas fait le jackpot, là. Et ça a suffi pour que ça redémarre, puisque la saison après, tu étais de nouveau coach, jury pour l'émission Danse avec les stars. Et puis ça se poursuit, la nouvelle saison qui vient de démarrer il y a quelques semaines maintenant sur TF1. Juste rectification. Je finis ce moment-là. Je reviens pour le Prime 4 qui s'appelait Danseur Mystère. Ouais. Et après, j'ai une réunion avec Fabrice Bailly, qui est le grand directeur du divertissement, les jeux et de la fiction. Et je m'assois avec lui et je lui dis est-ce que tu penses que dans une saison prochaine, je pourrais faire partie de l'émission? Parce que c'est ce que j'enseigne aussi dans mon livre et c'est ce que je partage dans mon livre. Il faut être proactif des fois dans la vie. Il y a plein de choses qui m'est arrivé directement dans les bras et je suis heureux des coups de téléphone. J'en ai eu des merveilleux coups de téléphone, mais il faut être proactif. Et donc, je lui pose la question. On dit en québécois, entre quatre yeux. Et donc, il me regarde très franchement et Fabrice me dit, Jean-Marc, Danse avec les stars, c'est une recette. Et si on change les ingrédients, bien, on change le goût de la recette. Mmh. Et donc, je dis, est-ce que je fais partie des ingrédients? Il m'a dit, très certainement que tu es une option d'ingrédients. Il faut qu'on voit avec qui, avec quoi, comment et quand. Et donc, je me suis armé de patience, mais j'ai quand même posé la question avec honnêteté, avec gentillesse. 16 mois plus tard, je me suis retrouvé pour la saison 13. Avec ce nouveau jury. Moi, je trouve que le jury cette saison est vraiment parfait. Chris Marquez, Mel, avec ça fonctionne, les trois fonctionnent. Et tout le monde amène son propre parcours de vie. Et je pense qu'on ne peut pas être plus différent. Chris de sa façon, la mienne, et Mel et Fauve. Et c'est ça, je pense que si on a 4 avis et 4 regards et 4 parcours différents, on peut aider la célébrité par différents commentaires, par différents angles. Et pour moi, c'est tout bénef pour le show. Et aussi pour moi, parce que j'adore ce casting, j'adore ces 4 juges, ces 3 juges, et j'adore cette ambiance, cette fraternité qu'on a entre nos 4. Avant de se quitter, Jean-Marc, comment tu fais pour être toujours positif? C'est une des leçons que je partage avec les gens. De toutes les situations aussi déchirantes, tristes ou heureuses, d'une part, je les mets derrière moi pour qu'elles me poussent. Ouais. Et j'essaie d'en garder que le positif. J'essaie de garder que les solutions. Parce que eux, ces solutions-là sont utiles.
les pleurs, les grincements de dents, l'amertume. Ça sert absolument à rien. Moi, ma fille, elle ne peut pas parler. Je me sens un porte-parole, non seulement pour elle, mais pour toutes les familles qui vivent des situations similaires à moi. On peut continuer à rêver, on peut continuer à s'amuser, on peut avoir du fun, même à la radio, comme dans la vie. On rappelle ton livre, Chaque pas est une leçon de vie, sorti aux éditions Le Duc. Et puis on te retrouve aussi dans la nouvelle saison de Danse avec les stars. Merci beaucoup Jean-Marc Généreux d'être venu sur Fun Radio. Et ça, j'achète! Fun Radio. Enjoy the music.